salut à tous, bienvenue dans du bon vieux YouTube old school à base de facecam dégueulasse depuis ma piole, son bien pourri, cartes que je maîtrise à peine. Mais c'est pas grave, si on est là, c'est pour parler bouquin. La moitié des viewers en moins, je sais, parce que les vidéos littéraires sur YouTube, enfin, littéraire, c'est un bien grand mot, je me prête pas à partir dans un grand laïus hyper pointu de 2 heures, non. Juste vous recommander et vous présenter une petite saga de Space Opera que je viens de terminer et qui mérite bien le détour. Donc, que ce soit à ceux qui l'ont lu et qui voudraient juste découvrir un autre avis dessus, à ceux qui sont curieux de découvrir un petit univers de Space Opera bien sympa, ou à ceux qui veulent juste briller en société en résumant l'intrigue d'un bouquin qu'ils n'ont pas lu mais pour faire genre, et bah comme dirait l'autre, allons-y. Donc, la saga Wayfarers de Becky Chambers est constituée de 4 tomes, sur lesquels je vais revenir individuellement par la suite, un peu plus tard. Et ce, avec le minimum de spoilers. Et quand il y en aura, je préviendrai, je mettrai des timecodes quelque part par là, ou un bandeau, enfin on s'arrangera. Mais pour l'instant, on va juste commencer par une petite présentation de l'univers et du cadre dans lequel on débarque. Attention, gros spoiler. Ça se passe dans le futur. Et ouais, vous l'avez pas vu venir celle-là, du space opéra qui se passe dans le futur. Et comme tout bon récit de science-fiction qui se respecte, l'humanité a flingué la planète. Mais bon, vu la trajectoire que les putains de macaques que nous sommes sont en train de prendre, c'était peut-être pas le plus dur à prédire. Donc l'humanité a flingué la planète, et les plus riches sont partis vers Mars. Ça aussi, je me demande vraiment d'où peut venir l'inspiration. Et pendant que les plus aisés s'installaient sur Mars, ceux restés sur Terre, en arrière, n'ont à terme pas eu d'autre choix que de fuir la planète à bord de gigantesques vaisseaux génération. Toute une flotte, d'ailleurs surnommée la flotte, The Fleet, par ses habitants, censée trouver une nouvelle planète pour un voyage qui allait durer des siècles. Jusque-là, classique, me diriez-vous. C'est le début d'un récit de space opéra, tout ce qu'il y a de plus académique. Et d'autres s'insurgeraient de ils sont où les aliens? Attendez, chaque chose en son temps, les aliens arrivent. Et en effet, la flotte était à peine sortie du système solaire qu'une balise du GC, le Galactic Commons, ou une fédération galactique, vraiment la société multi-espèces galactique, surdéveloppée, surtechnologique classique, les a repérés. A repéré cette flotte d'humains en perdition, et paf! Le premier contact a été établi. Le récit commence donc quelques siècles plus tard, alors que les humains sont désormais une espèce officielle du GC, du Galactic Commons, la fédération galactique. Même si, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas considérés au même niveau que les 3 espèces principales, les 3 civilisations fondatrices du GC, parce que, bien évidemment, qu'est-ce que les pauvres humains réfugiés avaient à apporter, de vraiment transcendant à la fédération galactique. Ceci dit, c'est l'humanité, on est plein de ressources, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, le Galactic Commons a attribué une étoile à la flotte, autour de laquelle les vaisseaux de la flotte gravitent, et dans lequel ils peuvent perpétrer, continuer leur mode de vie, et puis se frotter, et toute la civilisation galactique à laquelle ils ont désormais accès. Il y a aussi des liens diplomatiques qui ont été créés avec Mars, qui ont été ouverts avec Mars, les Martiens restaient derrière, ce qui fait qu'on a désormais un peu maintenant 2 grandes civilisations d'humains. Les Exodons, qui sont ceux qui sont partis à bord de la flotte, qui ont quand même passé quelques générations à bord des vaisseaux avant d'être découverts par le GC, et les Martiens, les Exodons et les Martiens. Donc les Martiens restaient sur Mars, donc il y avait une certaine rivalité, mais qui, là, au début du récit, cette rivalité, justement, elle a été apaisée par plein d'actes diplomatiques qu'on découvre au fur et à mesure du récit, mais voilà, il y a quand même une certaine tension entre les Exodons et les Martiens. Voilà donc le postulat de base du récit. Mais avant de rentrer plus dans les détails, juste un petit mot sur le ton du récit, parce que c'est assez particulier, c'est très contemplatif, voire même, pour utiliser un mot plus adapté, c'est très naturaliste. Alors c'est rigolo parce que je me baladais sur Reddit pendant que je lisais les bouquins pour voir quelques avis et tout, et j'ai vu beaucoup de personnes dire « Ouais, mais il se passe rien dans ce bouquin, on se fait chier ». Et c'est un peu vrai, mais en même temps on s'en fout. C'est vraiment pas le but du récit. Chacun des 4 tomes peut se lire individuellement, même s'il y a des petits clins d'œil et qui se passent plus ou moins à la suite, même si on s'en fout au final, il y a des petits clins d'œil, il y a des petites progressions dans le background par rapport à la grande diplomatie sous-jacente de l'univers, mais chacun des 4 tomes peut se lire individuellement et présente vraiment des tranches de vie dans la galaxie, de personnes, des contacts, des gens qui se rencontrent, des petites histoirettes. Alors, bien sûr, il y a quand même un récit, une histoire dans chacun des bouquins, c'est pas juste on se pose et on regarde des gens manger, faire caca, et voilà. Non, il y a quand même un récit, mais vraiment, le récit se déroule, il n'y a pas de grosses scènes d'action, d'explosion, même si, surtout dans le tome 1, il y en a un petit peu. Mais voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on reviendra là-dessus plus tard.
Mais voilà, c'est pas une histoire à base de piou piou piou, gros laser dans ta gueule et pouf, pouf, pouf. Non, vraiment, c'est des naturalistes, c'est des tranches de vie qu'on suit, avec une histoire qui va du coup se construire dans chacun des tomes. Il y a quand même cette histoire, on suit plusieurs personnages, plusieurs groupes de personnages, et sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est vraiment une constante des 4 tomes, sans qu'on s'en rende compte, quand on arrive vers la fin, et il y a eu des belles scènes tout au long du récit, mais quand on arrive vers la fin, il y a forcément une ou deux scènes qui vont, boum, nous prendre en plein dedans. Vraiment, moi je me suis retrouvé à verser la petite larme, voire même la bien plus grosse, à plusieurs reprises vers la fin des bouquins. Et ça arrive tout subtilement, on s'attache aux personnages, on découvre comment ça, les modes de vie de différentes espèces, différentes civilisations, les différents points de vue à travers la galaxie. Et juste ça, voilà, hein, pour toute personne fan de space opéra multi-espèces, franchement, on peut que recommander. Ceci dit, il y a des petites remarques qu'on pourrait faire. C'est que, même si j'en parle un peu plus après, la plupart des espèces qu'on suit dans le récit sont très anthropomorphisées au final, sont très humaines. Toutes, par exemple, vont s'exprimer, presque, hein, il y a des aliens, ça, voilà, mais toutes vont s'exprimer avec la parole. En fait, le sens de la parole semble être universel, c'est la reproduction sexuelle plus ou moins aussi. Vraiment, c'est toutes des espèces qui ont quand même des traits très humains dans les émotions, pas les physiques, parce que voilà, c'est des espèces, c'est des lézards, d'autres c'est des mollusques, enfin bref. Mais au final, on retrouve cette anthropomorphisation, cette humanisation des espèces qui font que, même s'il y a plein de variétés dans la culture et l'histoire de chacune d'entre elles, et c'est fascinant, au final, c'est pas comme si on tombait sur une vieille slime visqueuse qui serait de la vie, hein, ça serait de la vie alien, mais on n'aurait aucun point d'accroche, aucune attache avec pour communiquer. Là, voilà, le Galactic Commons est quand même constitué d'espèces avec laquelle l'humanité peut relativement facilement, il y a des exceptions, il y a des espèces plus bizarres, mais s'entend. Ah, et au passage, le GC est même en train de réparer la Terre carrément. Alors, c'est surtout des projets philanthropiques d'aliens blindés aux as qui sont découverts une fascination pour l'humanité, mais quand même, c'est sympa de leur part. Voilà donc le postulat de base de la saga des Wayfarers. Donc tout ça, on va le découvrir un peu au fur et à mesure. C'est pas des gros spoilers, là vraiment c'est le setup. Mais maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Bon, il est temps de retourner parler individuellement de chaque bouquin. Attention, encore une fois, pas de spoiler pour l'instant, s'il y en a, je préviens. Donc, le tome 1, The Long Way to a Cold Angry Planet, sorti en 2014. On entre dans l'univers et dans le récit via les yeux de Rosemary. Rosemary, c'est mieux comme ça. Donc, Rosemary est une jeune humaine qui semble venir de Mars et qui semble fuir quelque chose. Ça semble être une jeune fille assez friquée qui s'est fait une nouvelle identité un peu à l'arrache pour fuir quelque chose et qui là démarre un nouveau boulot à l'autre bout de la galaxie. Donc ce nouveau boulot, c'est là que c'est intéressant en fait, elle est secrétaire, elle s'apprête à devenir secrétaire d'un vaisseau qui crée des tunnels. Donc les tunnels, on va pas rentrer en détail là-dedans parce que c'est pas le but de la vidéo, mais les tunnels c'est ce qui permet au GC, au Galactic Commons, aux personnes et aux tout individus de voyager d'un point de la galaxie à un autre beaucoup plus facilement. Grosso modo, les tunnels sont établis entre deux points bien précis et ça permet de faire des voyages quasi instantanés entre deux points de la galaxie. Encore une fois, ce qui est très classique dans le space opéra. Mais du coup, c'est intéressant de voir ce tome 1 qui se concentre sur un petit vaisseau qui est mandaté par le GC ou par l'un des... Voilà, parce que comme l'ONU, c'est plein de petits organismes et tout, enfin bref, là, c'est quelque chose comme le département de transport du Galactic Commons, mais ils sont mandatés par le GC pour créer des tunnels à travers la galaxie, dans les nouveaux points, à contacter, selon les vagues et les aléas des diplomaties entre espèces. Et donc voilà, on découvre via les yeux de Rosemary ce petit équipage multi-espèces, avec le capitaine HB à sa tête. Alors c'est rigolo, je mentionne HB, parce que c'est limite le micro-fil rouge des 4 tomes. Petit teaser, j'en dis pas plus, mais dans le tome 2, j'ai dit, tous les tomes sont séparés individuellement, mais dans le tome 2, on suit des gens qu'on rencontre dans le tome 1 via les yeux d'HB. Dans le tome 3, c'est l'un des personnages principaux, c'est sa sœur, et dans le tome 4, l'un des personnages principaux, c'est son amante. Donc c'est rigolo, le personnage d'HB, le capitaine du Wayfarer, en plus le vaisseau qui crée des tunnels, a donné son nom à toute la saga, donc HB, c'est vraiment un petit peu le fil rouge de toute la saga. Du coup, le premier tome, en fait, on suit ce vaisseau, ce Wayfarer, qui est censé créer des tunnels, et on entre dans ce monde via Rosemary, qui est très intimidée au départ, mais petit à petit, elle est naïve, elle débarque de Mars, jeune fille de bonne famille, qui fuit un secret assez sinistre. Mais voilà, elle est très naïve, mais finalement, elle se développe, et puis tout au long du récit, comme j'ai dit, c'est très naturaliste. Et ben on va s'attacher à tout cet équipage, en fait. Plus que la grande mission. Alors, parce qu'il y a une histoire, bien sûr, derrière. Ce vaisseau, il est censé, à terme,
aller dans un espace qui est assez tendu, avec une espèce assez tendue, qui ne veut pas forcément retourner dans le Galactic Commons, et une espèce très guerrière, mais là des premiers liens ont été établis avec elle, alors il faut aller créer un tunnel vers chez eux pour en établir les contacts, et du coup tout le but en fait, tout le voyage, tout le but de ce premier tome en fait c'est d'aller à un endroit qui permettra d'aller créer le tunnel le plus proche possible de chez eux, donc d'où le nom, ce long chemin vers cette petite planète en colère, The Long Way to Small Angry Planet, qui donne le titre au bouquin. Mais encore une fois, cette planète, à terme, on s'en fout. Ce qui compte vraiment, c'est de découvrir cet équipage. Et via cet équipage qui présente quasiment toutes les espèces principales du Galactic Commons, eh ben, on va découvrir plus en détail des choses sur la vie, la culture de ces espèces-là. Et on enchaîne avec le tome 2, A Closed and Common Orbit, sorti en 2016. Et autant je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là, parce que c'est assez difficile de parler de certains éléments sans spoiler quelques éléments majeurs du tome 1. Ceci dit, on peut quand même aborder certains points, notamment le fait que le roman suit deux intrigues en parallèle. Alors, il y a une intrigue qui se passe dans le passé, et une intrigue qui se passe dans le présent. Voilà, qui fait suite au tome 1 en fait, qui fait même suite à quelque chose, à quelques actes, c'est même les conséquences de certaines actions arrivées dans le tome 1, même si au final, vraiment, on pourrait commencer à lire le tome 2 sans forcément avoir lu le tome 1. Je pense que c'est mieux, mais c'est pas un problème. Donc, on suit ces deux personnages-là, qui sont ensemble dans le présent, mais on découvre le passé de l'un de ces deux personnages principaux en parallèle avec ce qui se passe dans l'intrigue du présent. Et ce tome 2, il va être beaucoup plus centré sur les intelligences artificielles. C'est intéressant parce que les intelligences artificielles sont présentes dans cet univers, dans le Galactic Commons, mais il en existe deux types. Il y a les intelligences artificielles basiques, qui sont juste un petit peu l'équivalent de ChatGPT qu'on aurait aujourd'hui, et les intelligences artificielles sapientes, douées de conscience, qui elles, elles ont un statut un peu particulier parce que il n'y a pas forcément énormément de gens qui en fréquentent tous les jours, et donc il n'y a pas forcément des droits très établis à leurs propos. Et c'est vrai que c'est l'une des intrigues au centre du tome 2, c'est les intelligences artificielles, les droits, est-ce que c'est une forme de vie comme les autres, est-ce que... Alors, pour un petit teaser, voilà, attention, je mets un petit warning, là c'est un petit spoiler sur le tome 2, mais en fait, le cœur de l'intrigue, c'est qu'on va suivre une intelligence artificielle qui a dû quitter le vaisseau pour lequel elle a été programmée de base. De base, c'est vraiment l'intelligence artificielle d'un vaisseau, donc il y a des yeux, des oreilles partout, des caméras, et qui voit tout. Et là, pour des raisons que je ne vais pas expliquer, elle a dû quitter le vaisseau et s'est retrouvée dans un corps artificiel, mais un corps humanoïde, même humain en fait, un faux corps d'humain. Et au cœur de l'intrigue, c'est vraiment cette adaptation de l'intelligence artificielle, de cette intelligence artificielle, qui ne se sent pas à sa place dans ce corps-là, qui doit s'adapter. En même temps, il y a toutes ces intrigues sur les droits et la législation autour des IA. Et en parallèle à ça, il y a vraiment aussi toute cette intrigue dans le passé du personnage qui accompagne l'IA, parce que l'IA, dans son faux corps artificiel, elle est accompagnée par une ingénieure, technicienne, mécanicienne, qui vit dans l'un des ports les plus cosmopolites de la galaxie, et qui l'aide et qui l'a pris sous son aile. Et du coup, dans l'histoire en parallèle dans le passé, on découvre le passé de cette technicienne ingénieure qui l'a pris sous son aile, et on découvre que dans son passé, il y avait quelque chose avec les IA aussi, elle a une histoire hyper tragique, cette gamine, parce qu'on découvre son passé gamine, c'était une sorte de clone dans des usines, fait par des extrémistes humains Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour montrer un petit peu, teaser un petit peu qu'il y a quand même des sujets lourds, hein. C'est très contemplatif comme j'ai dit, c'est très vie et personnage, il y a quand même des sujets bien lourds qui sont abordés. Mais voilà, donc ça c'est le tome 2, A Closed and Common Orbit, qui donc se déroule majoritairement à Port Coriol, le port dont j'ai parlé précédemment, hyper cosmopolite, c'est un petit peu un endroit en dehors des lois, un petit peu shady, où il y a toutes les espèces qui se côtoient et on peut trouver tout. Et du coup, c'est vrai que, au cœur de l'intrigue, on a la relation entre ces deux entités, entre ces deux femmes en fait, ces deux femmes, et toute la vie de Port Coriol. Alors, je dirais pas que c'est mon préféré de la saga, des 4, le tome 2, même si je l'ai énormément apprécié, vraiment découvrir toute la vie un peu de Port Coriol et de toutes les espèces qui s'y côtoient. En vrai, je peux pas dire que c'est pas mon préféré, ils sont tous, enfin on peut pas les comparer. Mais c'est vrai que ouais, non, il reste quand même ouf, hein, la relation entre ces deux femmes et découvrir le passé de cet ingénieur et découvrir tous les échos, la résonance et pourquoi au final elle a pris cette IA désemparée qui se trouve dans ce faux corps sous son aile. Il y a vraiment des gros trucs qui tapent émotionnellement. Il y a certaines scènes qui, encore une fois, font le taf. Et puis, bien sûr, ouais, toute la vie de ce port cosmopolite, très vivant, très vibrant. Encore une fois, ouais, je peux que recommander d'aller lire le tome 2. Foncez. Et maintenant, on va parler du tome 3, Records of a Spaceborne Few.
sorti, attends, pause, il est sorti en 2018. Sorti en 2018, donc Records of a Spaceborne Few, et qui est peut-être le plus désemparant des trois. Même si je pense que c'est celui pour lequel j'ai la plus grande affection. Parce qu'en fait, au final, c'est le plus naturaliste des 4 tomes. C'est celui dans lequel il va limite se moins passer de choses. Et en même temps, il se passe tellement de trucs. Alors, celui-là, en fait, on va suivre l'un des vaisseaux de la flotte. J'ai la flotte dont j'ai parlé, la flotte humaine, auquel la GC a donné une étoile. En fait, ils ont une étoile et les vaisseaux, maintenant, ils gravitent autour de cette étoile. Et on pourrait se demander pourquoi les humains, ils sont pas partis s'installer sur une autre planète, pourquoi ils restent dans ces vaisseaux génération. Et ce tome, il apporte plus ou moins la réponse. Alors, il y a plein d'humains qui viennent de Mars, ou des vaisseaux, des Exodans ou des Martians, qui se sont disséminés à travers la galaxie. Comme j'ai dit, l'humanité est plein de ressources, il y a plein de planètes, de petites colonies de partout, même qui vivent dans les grandes villes, les grandes capitales des autres espèces. Mais voilà, ils sont quand même, les Exodans, qui ont voyagé à travers cette flotte pendant plusieurs générations, ils sont très attachés à leur vaisseau en fait. Ils ont tout un mode de vie qui est hyper égalitaire. Les vaisseaux sont conçus pour abriter, d'être des systèmes fermés, d'où le titre aussi du bouquin, mais des systèmes fermés qui peuvent s'autosuffire et dans lequel toute la mentalité, en fait, c'est je prends ce dont j'ai besoin, je donne quand je peux et tout est. Il n'y a pas de système de monnaie, il n'y a pas de système de thunes, il n'y a pas de. Ce qui serait super d'ailleurs dans la vie réelle. Mais voilà, c'est vraiment un mode de vie très égalitaire qu'on découvre du coup au travers plusieurs personnages du vaisseau, de l'Astoria. Donc l'Astoria, c'est l'un des vaisseaux de la flotte. Et donc les personnages qu'on suit, on va suivre les personnages de l'Astoria, dont la sœur d'Ashley, le capitaine du vaisseau tunnel du premier tome, qui est l'un des personnages principaux de celui-là. L'un des autres personnages, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment toutes les perspectives qu'elle apporte Becky Chambers. C'est Sawyer, qui est un personnage que je peux teaser en fait. C'est un gars dont les grands-parents venaient de la flotte, ils venaient d'un des vaisseaux de la flotte, et qui était parti, qui avait finalement quitté la flotte après les premiers contacts pour s'installer sur une colonie quelque part. Et lui, vraiment, du coup, c'est le gamin qui, le gamin, c'est un ado au final au début du récit, et qui s'est jamais retrouvé, qui est perdu sur la colonie dans laquelle il était, et qui a ce fantasme de retourner aux origines, de retourner dans cette flotte idéalisée, égalitaire, qui voit vraiment que lui il fantasme, et pour vivre comme ses ancêtres. Et c'est rigolo parce que quand il arrive, lui il a des étoiles plein les yeux, il est naïf, il se dit je vais me faire des potes et tout, ça va être super. Et en fait, c'est un petit peu, il est un peu vu comme le citadin. Très vite, en fait, il se présente et des gens dans la foule lui demandent mais t'as de la famille ici du coup? Non, mais mes ancêtres ils vivaient ici. On comprend très vite, ils comprennent. Et c'est assez tragique en fait, parce que c'est l'un des points du récit. C'est aussi cette acceptation, remettre en cause aussi certains, parce que c'est pas aussi idéal qu'il n'y paraît la vie dans cette flotte. Mais du coup, voilà, c'est un personnage très attachant, Sawyer de ce 3, qui veut découvrir le mode de vie de ses ancêtres. On a aussi un personnage que j'ai énormément aimé dans ce tome 3, c'est Eyas. C'est une morticienne en fait, elle gère la morgue, elle gère les décès. Les décès dans la flotte. Et donc il y a tout un système, comme on peut deviner, avec tout ce système fermé autosuffisant. Les cadavres, c'est pas à balancer n'importe comment, ça va revenir fertiliser la terre, servir d'engrais. Et le personnage d'Eyas est super attachant, on découvre beaucoup de petits détails sur le mode de vie de la flotte via ses yeux, et je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, c'est intéressant. Et contrairement à Sawyer, on a aussi l'inverse de ce personnage du citadin qui va revenir vivre comme ses ancêtres. On a aussi le jeune gamin qui vit de la flotte et qui lui fantasme sur se casser d'ici, quoi. On se fait chier dans ces grands vaisseaux, c'est tous les jours la même chose. J'ai envie de partir sur une planète ou dans une grande université, sauf que lui aussi il est un peu perdu. C'est ce gamin d'une douzaine d'années qui sait pas trop ce qu'il veut faire de son avenir, mais qui en a marre de se bled à la con dans les vaisseaux. Et du coup, voilà, on a plusieurs perspectives sur la vie à bord des vaisseaux de la flotte. Et oui, il est très contemplatif ce bouquin. Même si chacun de ces personnages ont une petite intrigue et chacun à bord de l'Astoria, de ce vaisseau, les intrigues vont un peu se croiser, s'entremêler. Mais vraiment, on suit ces 4-5 personnages jusqu'à certains climax émotionnels vers la fin du bouquin. Et là, c'est ouf parce qu'on s'en rend pas forcément compte qu'ils arrivent. Mais il y a 3-4 scènes bien précises vers la fin du tome 3 où moi j'étais voilà. Et rien que pour ça, vraiment, il vaut le détour, il faut s'accrocher, même si il n'y a pas de boum boum, pas de laser, pas d'explosion. Il mérite vraiment le détour ce tome 3. Et on va passer au tome 4. Et donc on arrive au tome 4, The Galaxy and the Ground Within, sorti en 2021. Et si je dis pas de conneries, mais je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'est le tome le plus court des 4. Il me semble que c'est le plus court. Et encore une fois, j'ai énormément d'affection pour ce bouquin, qui démarre avec un concept très simple, tout connement simple, et hyper efficace. Mais du coup un peu de setup. Donc au début du bouquin, on découvre cette planète
aride, stérile, qui sert à rien, c'est juste un caillou dans l'espace. Sauf que cette planète a l'avantage d'être située à plus ou moins égale distance de plein de major hubs, enfin de hubs majeurs, de carrefours centraux de la galaxie, des grandes capitales, des grandes régions colonisées. Et du coup, bah, en fait, il y a plein de tunnels, dont je parlais précédemment dans la vidéo, les tunnels qui permettent de voyager rapidement à travers la galaxie. En fait, il y a plusieurs tunnels, il y a genre peut-être une dizaine de tunnels, si je dis pas de conneries, autour, en orbite autour de cette planète. Donc c'est vraiment un gros carrefour, quoi. Si elle n'était pas aussi bien située, cette planète n'aurait servi à rien. Elle a à peine de l'atmosphère, elle est morte et stérile. Mais voilà, elle est bien située, du coup, bah, en fait, c'est devenu un méga carrefour de croisements. Bah, les gens, ils viennent et ils doivent se mettre dans la queue pour prendre leur nouveau tunnel pour aller plus loin. Et du coup, bah, à la surface de cette planète, il y a plusieurs dômes qui sont. Bah, en fait, c'est des stations-service, grosso modo. C'est des trucs pour stocker en provisions, en fuel. Et peut-être se poser si jamais tu as, genre, peut-être, je sais pas moi, attendre une journée entière avant d'avoir ton autorisation dans la queue pour partir dans le tunnel pour continuer ton voyage. Bah, tu viens, tu te poses dans ce relais en fait. Et du coup, bah, on suit dans ce tome 4 la vie dans l'un de ces dômes, dans l'une de ces stations-service en fait. Et ce qui se passe, très vite vers le début du bouquin, c'est qu'il y a un incident. Boum boum boum, catastrophe dans l'atmosphère et catastrophe en chaîne de satellites en fait, les satellites qui explosent et qui causent des réactions en chaîne, qui viennent du coup polluer toute l'atmosphère, ce qui bloque tout le monde au sol. Tout le monde est bloqué en quarantaine limite dans son dôme. Et du coup, on suit la vie dans ce dôme avec ces personnages qui se retrouvent bloqués. C'est encore une fois, c'est une situation assez classique de personnages qui n'ont rien en commun et qui se retrouvent par la circonstance et la force des choses réunis entre eux, qui doivent apprendre à cohabiter. Là, on a des personnages de plusieurs espèces et j'en parlerai un peu après parce que voilà, on a des espèces qu'on n'avait pas forcément rencontrées avant, qu'on découvre un peu plus. Et du coup, ouais, c'est vraiment le cœur de ce bouquin, c'est bah, la nana qui gère, c'est une Larousse, enfin voilà, les espèces on parlera après, mais la nana qui gère ce dôme, cette station-service avec son fils, et qui elle est enfin, adorable, quoi. C'est la maman qui veut faire plaisir à tout le monde, toute sa station en fait elle est calibrée pour être la moins offensive possible à travers les espèces et la plus accommodante possible, donc tout est hyper, enfin ouais, c'est vraiment la maman qui se coupe en quatre pour ses clients. Et du coup, ben, quatre personnages qui se retrouvent enfermés là, dans ce dôme, jusqu'à ce que la situation en orbite soit rétablie, et qui vont apprendre à vivre ensemble. Et bien, du coup, tout simplement, on va avoir des échanges entre des conflits d'opinion, des échanges culturels, des divergences entre les personnages. Et voilà, c'est ce petit huis clos intergalactique, parce qu'on est, voilà, on peut sentir quand même au-delà qu'il y a quand même tout un monde, mais on est vraiment dans cette île, tout ce tome 4, on est bloqué dans cette petite île isolée sur cette planète, avec ces personnages qui apprennent à cohabiter entre eux. Et encore une fois, on arrive vers la fin, et voilà, quoi, c'est y faire, hein, Becky, quand il s'agit de taper dans les émotions. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails sur le tome 4, mais je pense que si vous avez lu les tomes 3 jusqu'à présent, autant continuer et terminer le tome 4, parce qu'il vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'était un petit résumé des tomes 4 de la saga Wayfarers. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là, donc on peut retirer tout ce qui est spoiler. Je sais même pas si je les ai mis d'ailleurs, les avertissements, mais normalement si je les ai mis parce que faut pas déconner. Et j'espère juste vous avoir donné envie de checker cette saga. Ne pas en avoir trop dit, mais vous avoir présenté ça comme il faut. Donc merci à tous de m'avoir suivi jusque là. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va faire, ça se trouve ça va être beaucoup trop long. Donc arrêtons là. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire et merci à tous. Et j'espère à une prochaine pour parler de bouquins ou d'autres choses ou de quoi que ce soit. Des bisous!